Alors, bon après-midi, mesdames et messieurs. Nous allons poursuivre l'atelier numéro 4 avec quelques énoncés. Nous en avons quelques-uns, dont un énoncé qui risque d'être un petit peu long. Et nous aimerions vous entendre bien honnêtement sur tous les énoncés, ou presque tous les énoncés que nous étions engagés à faire. Ce que je vous propose, c'est que pour certains énoncés qui sont, je dirais, de moindre ampleur, je prendrai, et je le préciserai, un maximum de 4 intervenants pour laisser la place vraiment à des énoncés plus costauds pour avoir une plus ample discussion, si vous le permettez. Donc, je vais procéder comme ceci. Donc, à l'énoncé 5, le prochain, donc, je prendrai les 4 premiers intervenants pour échanger là-dessus et ensuite, on passera au vote. À l'énoncé 6, je vous laisserai tout le temps nécessaire pour vous exprimer là-dessus. L'énoncé 7 et l'énoncé 8, je prendrai les 4 premiers. Et l'énoncé 9, je le laisserai grand ouvert. Quant aux énoncés 10 et 11, il est possible que nous les réservons pour nous-mêmes, donc qu'on ne les présente pas. Alors voilà, nous commençons immédiatement. Monsieur Perrault, si vous voulez présenter l'énoncé numéro 5. Oui, donc pour le contexte, avec la stratégie de valorisation de la matière organique, les MRC municipalités vont devoir mettre en place des installations de traitement de cette matière. La biométhanisation et le compostage sont les principales méthodes de traitement, mais il semble y avoir plus de projets de biométhanisation que de compostage. L'énoncé pour discussion, la biométhanisation devrait être la méthode prioritaire pour gérer les matières organiques. Je vous laisse quelques secondes de réflexion avant les premières réactions. Et dès qu'il y aura une personne qui lèvera la main, je la nommerai. Monsieur Jérôme Duguay. Oui, bonjour, Jérôme Duguay de la ville de Mirabel. Donc, nous, on a quand même fait l'exercice de voir comment on pourrait traiter les matières organiques dans la sous-région entourant Mirabel. On a jonglé quand même un certain temps entre biométhanisation et compostage. On a finalement opté vers le compostage. Une des raisons principales, c'est sûr que sur papier, les projets ont l'air très intéressants en biométhanisation. Par contre, en tant que municipalité, on ne peut pas choisir la matière qui rentre dans nos sites de traitement. Donc, c'est sûr, la biométhanisation demande souvent un contrôle, un choix de ce qui rentre pour avoir une production maximum et une bonne rentabilité du projet. Le choix de compostage a été fait pour la robustesse de la technologie, surtout parce qu'en tant que municipalité, on ne peut pas vraiment refuser des gens de la matière qui rentrerait sur nos sites. Donc, oui, la biométhanisation offre un plus-value environnemental plus intéressant. Par contre, il est beaucoup plus cher, beaucoup plus risqué et demande un contrôle des intrants beaucoup plus important. Donc, c'est pour ça que nous, en bout de ligne, on a choisi le compostage, qui est un système beaucoup plus robuste, qui peut prendre de la matière beaucoup plus variée sans causer de problème. Donc, même si la rentabilité économique et environnementale est peut-être un peu moins bonne, sur papier, on dit bien ça parce qu'il n'y a quand même pas tant de sites de biométhanisation qui marchent vraiment comme ils étaient supposés marcher. Donc, voici mon commentaire. Merci, monsieur. Monsieur Renaud. Je comprends, M. Duguay, de votre intervention que quand on fait le choix de la biométhanisation, on a le problème, un des problèmes, c'est les résidus verts là, qui ne sont pas biométhanisables. À ce moment-là, un choix de biométhanisation, est-ce que ça implique nécessairement qu'il faut avoir aussi une installation de compostage en parallèle, entre autres pour les résidus verts et pour aussi le digesta? Aussi, un site de biométhanisation tel que vous l'avez étudié pourrait être un stand-alone, là, une unité qui fonctionne tout seul.
Bien, encore là, ça dépend beaucoup de vos intrants. La Ville de Montréal avait beaucoup travaillé sur le projet, sur d'autres projets similaires, puis on a regardé quand même qu'est-ce qu'ils ont fait. Nous, on a pas notre type de population, le type d'habitation qu'on a, fait qu'on génère quand même beaucoup de résidus verts. Donc, un peu comme la Ville de Montréal avait choisi le compostage pour l'ouest de la ville, parce que c'est beaucoup des terrains avec des grands terrains, et biométhanisation pour plus l'est de la ville, qui est beaucoup plus petits terrains, donc des déchets beaucoup plus organiques, déchets de table, qui sont plus importants que les déchets verts. Tandis que en banlieue, on a plus de déchets verts, donc une moins bonne rentabilité là, pour la biométhanisation. Donc, c'est sûr que si on était capable d'avoir tout à la même place puis choisir ce qui est très facilement ou qui est très rentable au niveau de la biométhanisation puis le ségréguer d'un bord puis de l'autre en compostage, biométhanisation, ça serait l'idéal. Mais après ça, tu as toujours le défi entre avoir assez de matière pour être capable d'alimenter les deux systèmes versus le transport qu'on fait. Donc, nous, pour l'instant, on est allé vers le compostage, mais c'est sûr que idéalement, parce qu'on a beaucoup de matière qui pourrait être aussi biométhanisable, ça serait dans un monde idéal, ça serait ça, d'avoir les deux voies puis d'y aller selon ce qui est le plus rentable, selon la matière reçue. Mais pour l'instant, les projets ne sont pas viables montés comme ça. Là. Je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur. Monsieur Hugo Forcier. Oui, bonjour. En fait, moi, mon intervention va surtout porter là, sur tout ce qui est secteur ICI. Au CRU-Montérégie, on porte depuis mai 2019 avec plusieurs partenaires là, de notre région, des partenaires municipaux, un projet d'économie circulaire, donc semblable à ce que Oriana Familiar mentionnait tout à l'heure avec le CLD de Brome-Missisquoi. Nous, Symbiose agroalimentaire Montérégie, c'est un projet d'économie circulaire, mais qui s'adresse à la filière alimentaire. Donc, comme on pourrait s'y attendre, c'est principalement des matières organiques qui causent problème, puis qu'on essaie de valoriser finalement, pour lesquelles on essaie de trouver des débouchés. Donc, évidemment, moi, quand j'entends parler de matières organiques puis de solutions de valorisation, ce que je vois sur le terrain avec les entreprises de transformation alimentaire, de production agricole qui font une première transformation, c'est qu'il y a un réel potentiel d'amener de la valeur ajoutée à ces matières-là plutôt que de simplement en faire de la biométhanisation ou du compostage. Puis là, on revient un peu à ce que plusieurs intervenants ont dit là, depuis ce matin. Ce qui manque, c'est de la donnée, mais aussi le partage de ces informations-là là, sur le gisement de matière, puis la disponibilité là, du gisement. Il y a une volonté des entreprises, des acteurs économiques de participer à l'économie circulaire, d'échanger des matières, d'innover, mais il y a des barrières en ce moment là, au niveau de la donnée puis du partage d'informations. Donc, c'est sûr que si on parle d'enfouissement des matières organiques, on préfère aller vers la biométhanisation, le compostage, mais il y a d'autres solutions de valorisation là, en échangeant des matières puis en développant de nouveaux produits, là, par exemple. Merci, monsieur. Monsieur Berthiaume, vous avez levé la main, mais je ne pourrai pas vous prendre parce que j'ai indiqué que j'allais me limiter à 4 personnes. Donc, monsieur Nicolas Chaput. Oui, bonjour. Donc, à la MRC de Roussillon, on s'est joint avec la MRC de Bourassa-Salaberry depuis une dizaine d'années pour former une régie pour mettre en place un complexe de traitement des matières organiques. La première option qui avait été, l'option qui avait été choisie à l'époque, c'était la biométhanisation, considérant les programmes de financement qui étaient disponibles. Et on a travaillé pendant une dizaine d'années là, sur ce projet-là. Et finalement, le projet a malheureusement avorté parce que suite à des appels d'offres publics, les prix qui avaient été soumissionnés étaient beaucoup trop dispendieux, étaient beaucoup plus dispendieux que ce qui était prévu à la base. Donc, il y a eu une grosse augmentation des coûts à travers les années. Nous, la technologie qui avait été ciblée, c'était une technologie qui pouvait traiter à la fois les résidus verts, comme on parlait tantôt, et les matières organiques. Donc, avec une seule installation, on pouvait traiter à la fois les feuilles, par exemple,
et les résidus organiques. Donc, il y a plein de choses qui ont causé l'augmentation des coûts, le fait que le projet a avorté. Notamment, c'était la gestion du site là, que nous était dans la formule qui a été choisie, c'était que l'entreprise privée là, prenne l'ensemble des risques là, et gère le projet. Donc, la réponse là, à la question, là, suite à notre analyse, en fait, c'est que je pense que ça dépend des contextes, des situations. Nous, de notre côté, suite à l'avortement du projet de biométhanisation, on a refait l'étude de savoir ce serait quoi la meilleure option possible. Et actuellement, c'était les experts qui nous ont orientés, c'était le compostage parmi les différentes solutions qui étaient plus intéressantes. Donc, actuellement, c'est sur ce type de projet-là que nous travaillons. Excusez-moi, j'aimerais que vous apportiez une toute petite clarification. Quel est le problème que vous avez vécu avec l'entreprise privée? Bien, en fait, on n'a pas eu. Nous, on est allé en appel d'offres public c'était pour la construction et l'opération d'une usine de biométhanisation. Et le fait que la formule d'appel d'offres, c'était pas un partenariat public-privé, c'était dans le fond, c'était l'entreprise privée qui était responsable de construire et d'opérer l'usine par la suite là, pour un X nombre d'années. Donc, ce qui fait que ce type de gestion-là va occasionner beaucoup de risques, ce qui fait qu'elle va faire augmenter les prix lors de la soumission. D'accord, merci. M. Renaud. Vous avez mentionné, M. Chaput, le programme de subvention. Est-ce que le programme a un impact, selon vous? Là, comment ce programme-là impacte le choix qui peut être fait dans une municipalité ou dans un autre? Est-ce que c'est plus intéressant d'aller vers la biométhanisation compte tenu des conditions du programme, ou si c'est plus intéressant d'aller vers le compostage compte tenu des conditions du programme? Autrement dit, est-ce que le programme affecte le choix que vous pouvez faire? Bien, c'est dans la première formule de ce programme-là, le PTMOBC, l'ensemble, c'était beaucoup plus intéressant de vous financer d'aller vers une option de biométhanisation. C'est comme si le gouvernement avait ciblé cette technologie-là plus que d'autres. Donc, c'est certain que ça a eu un impact, je pense, sur les projets qui ont été choisis. Je ne peux pas dire si c'est positif ou négatif. Puis actuellement, là, on a revu une modification là, dernièrement du programme qui est un peu plus généreux au niveau du compostage. Donc là, effectivement, ça devient plus intéressant pour les plus petits territoires ou ceux qui ont qui pour eux est une solution plus adaptée. Là, la partition compostage a été bonifiée. Vous avez mentionné aussi, M. Chaput, le fait que vous êtes allé en appel d'offres pour une entreprise privée qui construirait et opérerait. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous n'êtes pas allé vers une société d'économie mixte, comme ce qui a été choisi dans la MRC Marguerite-Jouville et je pense aussi dans la MRC Arthabasca, là, dans la région de Victoriaville? C'était pas une option qui s'offrait à vous, ou pour quelle raison vous n'avez pas choisi cette formule-là? Je peux malheureusement pas répondre. Je n'étais pas à la MRC à cette époque-là quand la décision a été prise, donc malheureusement, je n'ai pas la réponse. Je vous remercie. Si vous me permettez, j'étais là comme élu à la MRC Roussillon et la décision était uniquement sur le type Pourriez-vous ouvrir la caméra, vous nommer, s'il vous plaît? Oui, elle était ouverte, mais j'ai un problème de toute évidence avec ma caméra. Là. Donc, je suis... Pourriez-vous vous nommer? Oui. Ah, là, je vous vois là. Au sein de la MRC Roussillon. Et à l'époque, j'étais là, puis en fait, ça a été une décision uniquement... politique, dans le fond, parce que il y avait deux options sur la table et le choix qui a été fait a été celui-là. Mais de toute évidence, ce n'était pas le meilleur des choix. Pour les fins de sténotypie, auriez-vous l'amabilité de vous présenter? Oui, je suis Lise Michaud, mairesse de la ville de Mercier et siège à la MRC Roussillon. Merci, madame. Monsieur Renaud. Juste compléter, madame Michaud, est-ce qu'il y a... C'est quoi les avantages qui étaient perçus à l'époque? Là? Je sais que vous allez dire en rétrospect, c'est toujours facile de regarder ça et de dire on n'a pas pris la bonne décision, mais c'était quoi les avantages que vous pouviez voir en termes de choisir l'entreprise privée plutôt que d'aller vers une société d'économie mixte? Ben, en fait, ce qu'on garantissait à l'entreprise, c'était un niveau et si
la matière première n'était pas présente. C'était les villes qui assumaient les déficits, si on veut. Par contre, à ce moment-là, s'il y avait des profits, les municipalités bénéficiaient aussi des profits. Par contre, avec l'expérience, quand on voit ce qui arrive à Rivière-du-Loup, à Saint-Hyacinthe et partout ailleurs, il n'y en a pas vraiment eu de projets qui sont rentables, si on veut, au niveau entreprise. Donc, ça a fait en sorte qu'il y a eu une explosion des coûts quand on est allé en soumission. Puis, de toute évidence, ce n'était pas la meilleure décision qui avait été prise à ce moment-là. Je vous remercie beaucoup. Merci, Madame, Monsieur. J'appelle maintenant Monsieur Régent Pion. Oui, alors, écoutez, je m'en serais voulu de ne pas... Est-ce que non, je ne suis pas allumé. J'avais cliqué, mais ça n'a pas marché. Je m'en voudrais de ne pas intervenir, évidemment, en étant Riche-Dacton des Mascoutins. On est sur le territoire de Saint-Hyacinthe. On a travaillé fort au niveau des bacs bruns avec la ville. Dans le fond, dans notre cas, l'usine de biométhanisation appartient à la ville. Au départ, l'usine de biométhanisation avait commencé à être envisagée dans un contexte de traitement des boues municipales. Et à un moment donné, quand est arrivé tout le processus PTMOBC, possibilité de traiter les matières organiques provenant du bac brun, on a eu des discussions avec la ville en disant, écoutez, y a-t-il possibilité d'intégrer? Il y a eu des études, des analyses de fait, et en vue d'intégrer le contenu des bacs bruns. Ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau de l'usine de biométhanisation, le traitement, et ça va un peu dans le sens de M. Chaput tout à l'heure, c'est que tout ce qui est résidu de table, avec une uniformité de matière, deviennent extrêmement intéressants dans le traitement de biométhanisation. Cependant, considérant le territoire de la régie, qui est un territoire en bonne partie agricole ou de moins grande densité, beaucoup de terrain, beaucoup de petites branches. Nous, il faut dire qu'on avait implanté la collecte des matières organiques. On était pas mal proactifs déjà à l'époque, en 2007, donc il y a 14 ans. Et quand on a implanté la collecte des matières organiques, tout s'en allait en compostage. Donc, on a habitué la population à pouvoir y déposer les petites branches, ce qui est intéressant en compostage, l'apport en carbone et tout ça, ainsi que des déchets verts, les feuilles, les gazons et tout ça, bien que le gazon, on fait de la promotion là, pour l'herbicyclage, qui est la meilleure alternative, évidemment. Et ce qu'on a constaté, c'est que la quantité de matière pour l'usine, malgré tout ça, sur le territoire, on parle à peu près de 11 000 tonnes annuellement. Mais l'usine, qui était à la base aussi pour traiter les boues municipales, qui sont en très grande quantité, était excellente et est encore excellente pour les autres matières. Sur notre territoire, reconnu au niveau capital agroalimentaire, énormément d'entreprises agroalimentaires, beaucoup de matières qui, autrement, pourraient être dirigées vers des sites d'enfouissement, mais qui, dans un contexte comme ça, sont dirigées vers l'usine de biométhanisation pour être valorisées. Donc, c'est en tout cas, dans notre réalité territoriale, l'usine, je vous dirais, excusez-moi l'expression, mais a fait la job pour beaucoup de matière, parce que 11 000 tonnes sur peut-être 125 000 tonnes traitées au total, si on compte, parce qu'on parle de tonnes humides, là, ça aussi, il y a les fluctuations, qui fait en sorte que la seule portion qui réellement fonctionnait moins bien, et d'ailleurs, dans les discussions qu'on a eues avec la Ville, à un moment donné, c'était un peu ce qu'on nous disait, c'était que 5 à 10 % de la matière causait 90 à 95 % des problèmes, parce que c'était pas adapté pour les branches, c'était pas adapté pour les feuilles. Le gazon, c'était tel que tel, mais quand c'était mélangé avec le reste, ça devenait vraiment problématique. Et à un moment donné, on a analyser quelle pouvait être la quantité, le pourcentage de résidus alimentaires, parce qu'on s'est dit on peut peut-être faire 2 routes, on peut peut-être faire de la co-collecte avec un camion à compartiment, etc. Mais là, ce qu'on réalisait avec les données obtenues au niveau de la ville, c'est qu'il y avait à peu près, selon ce qu'ils avaient estimé, constaté, à peu près 7 % de par notre réalité de la matière qui était vraiment du résidu alimentaire. Donc, il aurait fallu créer une deuxième route
pour le 7 % et une route pour les résidus verts avec les branches et tout. Donc, ça faisait en sorte que ce n'était plus la meilleure façon parce qu'on augmentait les gaz à effet de serre, les passages de camions, etc. Ce n'était plus et on a essayé vraiment plein de façons déchiqueter avec des déchiqueteurs sur place pour déchiqueter les branches, pour essayer de les amener mélangés, etc. Mais le contenu était vraiment trop sec pour le type de traitement qui était une technologie humide. Alors, au bout du compte, on a fait quand même quelques années de tentatives et on est revenu au compostage, étant donné le type de matière qui était amené. Dans ce contexte-là, moi, j'aurais une très forte tendance à vous dire il faut que chaque région, prioriser un versus l'autre, à mon avis, serait une mauvaise orientation, un mauvais move, excusez-moi l'anglicisme, parce que ça dépend du type de matière qui va être recueilli. Dans un milieu de plus forte densité, je pense, style Montréal, Québec, Laval ou des choses comme ça, des territoires de cette nature-là, il va y avoir beaucoup moins de petites branches, beaucoup moins de gazon. On peut être plus près du résidu alimentaire et à ce moment-là, la biométhanisation peut présenter des gros avantages. Un des plus gros avantages de la biométhanisation, et on l'a vécu à Saint-Hyacinthe, c'est qu'auparavant, toutes les boues municipales étaient traitées dans des bassins qui n'étaient pas recouverts. Et à tous les étés, à plusieurs reprises durant l'été, il y avait des plaintes des citoyens au niveau des odeurs. Depuis que le traitement est en biométhanisation, pression négative à l'intérieur, on a vraiment réglé le problème d'odeur, même au niveau des boues. Donc, ça présente des avantages. Ça présente des avantages de valorisation à l'heure où on comptabilise également les boues pour les matières organiques. Mais dans le contexte spécifique, je vous dirais collecte troisième voie, bac brun, appelons-le comme on veut, c'est vraiment selon les réalités régionales, territoriales, selon les types de matières, l'uniformité de la matière. La majorité des citoyens font un excellent travail, mais on a vu des citoyens qui ont été mettre des pièces d'automobile, des disc brakes qu'on appelle, des morceaux, des têtes de chevreuil, des choses comme ça, qui pouvaient très bien rentrer dans le bac brun, mais quand ça arrivait dans le système avec les marteaux et tout ça, ça brisait les systèmes. Donc, il y a aussi une portion qu'on oublie souvent, mais il y a autant de centres de tri qu'il y a de résidences d'unités d'occupation. Et on ne peut pas contrôler toutes les unités d'occupation. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces constats-là qu'on a fait qui font qu'on est revenu maintenant au compostage et ça fonctionne bien, là. Mais on a fait des efforts puis c'était intéressant, là. Merci, M. Pion. Ça va? Merci, M. Pion. Alors, nous allons procéder au vote. M. Perron, s'il vous plaît, si vous voulez afficher l'énoncé. Voilà, il devrait apparaître maintenant. Donc, pour l'énoncé, la biométhanisation devrait être la méthode prioritaire pour gérer les matières organiques. C'est ouvert pour le vote. J'ai 32 votes, ce qui était environ le maximum qu'on atteignait dans l'avant-midi. Alors, on a totalement d'accord à 9%, plus ou moins d'accord à 21, plus ou moins en désaccord à 27 et totalement en désaccord à 42. C'est quand même très révélateur. Merci, M. Perrault. Nous allons donc procéder avec l'énoncé 6. Nous allons le présenter au complet parce qu'en fait, il aurait pu être subdivisé en 3. Mais nous allons le présenter au complet, 6.1, 6.2, 6.3, si c'est possible, M. Perrault, parce que nous allons entreprendre une seule discussion et ensuite nous allons vous demander de vous positionner pour chacun des 3 énoncés. D'accord. Donc, pour le contexte global, alors le gouvernement projette de hausser le taux des redevances à l'élimination à 30 $ par tonne en 2022 et d'y inclure une augmentation annuelle de 2 $ par tonne par la suite. Premier énoncé, l'augmentation prévue des redevances réduira de manière substantielle les matières résiduelles envoyées à l'élimination.
deuxième énoncé, dans le contexte que la redevance et l'élimination sont actuellement les mêmes partout au Québec, les redevances doivent être modulées selon les réalités régionales. Et le dernier, dans le contexte, plusieurs matières ne sont pas assujetties aux redevances, bien qu'elles utilisent l'espace dans les lieux d'enfouissement technique et les lieux d'enfouissement de débris de construction et démolition. Dans l'énoncé, des redevances modulées selon le type de matière doivent être exigées pour toutes les matières entrant dans un LET ou un LEDCD, soit les rejets de centres de tri, de CRD les matériaux de recouvrement. Je rappelle à tous que vous pouvez voir les énoncés dans l'onglet de conversation de la réunion. Alors, il y en a plusieurs en ce moment, là, ça vous sera sûrement utile. Merci, M. Perrault. Je laisse donc quelques secondes de réflexion aux participants. M. Sylvain Berthiaume. Monsieur Berthiaume, vous pouvez allumer votre caméra et ouvrir votre microphone. Désolé. Je crois en effet qu'il est pertinent qu'on augmente les redevances à l'enfouissement dans le contexte actuel où on veut évidemment éliminer qu'on veut faire diminuer la quantité de matière destinée à l'enfouissement. Je pense que c'est un bon moyen de stimuler autant les ICI que le monde municipal à développer d'autres technologies que celle qui coûte la moins chère actuellement, hein, qui consiste à enfouir la matière. Cependant, je pense que les redevances devraient être modulées, pas juste en fonction des régions, mais aussi en fonction du type d'industrie. À titre d'exemple, une usine de biométhanisation, comme certains d'entre nous opérons, produit un certain tonnage de matière qui, faute d'un tri parfait par les citoyens, on ramasse des sacs de plastique, des choses comme celle-là, et l'usine qui veut valoriser les matières organiques se ramasse elle-même avec une quantité de déchets qu'elle doit retirer et acheminer vers, évidemment, un site d'élimination. Donc, à chaque fois, les redevances augmentent, le coût de production, le coût de revient d'une usine de biométhanisation augmente en fonction du nombre de tonnes qu'on doit destiner à l'enfouissement. On a des rejets qui peuvent aller jusqu'à 7-8 de la matière qu'on reçoit. Donc, ce 7 à 8 %-là de matière est destiné à l'enfouissement et, bon, si les redevances augmentent, nos coûts d'exploitation augmentent dans une usine qui coûte déjà très cher. Donc, c'est un peu paradoxal de vouloir valoriser la matière, mais en même temps, on est pénalisé parce qu'on de par le tri qu'on doit faire de la matière. Certains centres de compostage vivent la même situation, donc il faudrait peut-être voir est-ce qu'il y a une exclusion pour les centres de valorisation de la matière. Est-ce qu'on parle de quantités importantes? Je pourrais vous sortir, là, puis vous revenir avec les tonnages exacts, mais sur 42 000 tonnes, on a peut-être l'an passé 3 000 tonnes qu'on a dû enfouir. Hein, on parle de 8 à 10 pour 8 %. Monsieur Renaud. Je me demandais, M. Berthiaume, est-ce que Oui, je comprends là, ce que vous me dites. Là, vous avez quand même des rejets. On peut imaginer aussi qu'il y a des rejets qui viennent de centres de tri CRD, par exemple, qui vont aller se retrouver à l'enfouissement. Est-ce que on devrait avoir une redevance nulle pour ces rejets-là ou si on devrait avoir un minimum de redevance parce que pour donner un incitatif à réduire au minimum? Au niveau des CRD, il y a beaucoup de travail à faire. Allez voir un bon galop qui est en construction, tout va dans le même container. Parfois, il est acheminé vers un centre de tri, parfois non. Donc, je pense effectivement que ça serait un bon incitatif pour obliger les CRD à acheminer, les générateurs de CRD à acheminer tout dans des centres de tri de matériaux secs, d'avoir une redevance à l'enfouissement. Mais si on prend le rejet du centre de tri, là, ce qui a passé par un centre de tri, un peu de la même façon comme vous avez des rejets qui s'en vont chez vous, vous en avez une portion qui s'en va à l'enfouissement, de la même façon pour les CRD, est-ce qu'il devrait y avoir une redevance? Le centre de recyclage, la même procédure pourrait s'appliquer. Le centre de tri de CRD pourrait aussi avoir la même procédure. Donc, les centres de valorisation, autant du recyclage de matière organique que de CRD, écoute, sont pénalisés par la redevance à l'enfouissement. Donc, c'est un peu paradoxal alors qu'on essaie d'améliorer le sort du monde. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir.
Merci, monsieur. Monsieur Régent Pion. Oui, alors je vais être assez bref là-dessus. Je suis d'avis qu'une augmentation au niveau de la redevance va présenter dans certains cas des avantages évidents pour ramener un certain équilibre. Lorsqu'on parle de coûts d'enfouissement, parce que le but, dans le fond, c'est artificiellement d'élever les coûts d'enfouissement pour créer un intérêt pour les autres côtés. Si notre coût d'enfouissement est un peu comme on parlait, certains intervenants ce matin, 50, 60 $ la tonne, d'élever artificiellement pour rééquilibrer avec les coûts de recyclage, gestion de matière organique, va présenter un intérêt indéniable. Quand on est dans certaines régions, la réalité est différente. Je parlais hier avec mon collègue de Gaspésie, du Lac-Saint-Jean, qui était à 135 $. J'en ai parlé tantôt. Gaspésie, j'ai retrouvé mes chiffres, environ 185 $ pour les coûts pour l'enfouissement avec la redevance actuelle et les coûts inclus. Alors, c'est sûr que je pense qu'il faudrait envisager une modulation si on veut avoir un impact réel. 10 $ de plus quand tu es rendu à 135, 185, n'aura pas le même impact que 10 $ de plus si tu es à 40, 50 ou 60 $ la tonne. Donc, il y aurait cet aspect-là de modulation pour ramener les gens peut-être à un certain équilibre en termes de coûts. Et par la suite, on pourrait dire, on y va. Donc, ça demanderait, à mon avis, un certain rééquilibrage pour ramener les gens à un même niveau. C'était ma courte intervention. Merci, monsieur. Madame Paula Hura. Oui, merci. Donc, sur les redevances, est-ce que c'est sûr que présentement, les coûts trop faibles à l'élimination ne nous aident pas en relation des autres voies de valorisation? Donc, c'est sûr qu'une modulation et une augmentation des coûts à l'élimination serait à considérer. L'autre élément, une modulation, bien sûr. Et puis là-dessus, présentement, je reviens à ce que plusieurs intervenants ont mentionné depuis le début de la rencontre, c'est notre manque de données précises et des données mises à jour, entre autres, notamment concernant les ICI. Présentement, disons que les ICI, le tonnage total des ICI pour l'agglomération de Montréal en 2019 était autour de, 700 000 tonnes à l'élimination. Ben, je ne sais pas de quoi est composé ce 700 000 tonnes. Est-ce qu'il est de 10 % de matière organique? Est-ce qu'il est de 30 % de matière organique? On ne sait pas. On a beaucoup plus de données, par exemple, parce qu'on a fait des caractérisations, tout ça, possiblement sur de quoi est composé le tonnage résidentiel. Mais ici, c'est comme un angle mort. Donc, cette information-là serait requise pour moduler, justement. Les CRD, c'est la même chose. Donc, on revient un peu au manque de données pour prendre des décisions en termes de coûts de redevance. Merci. Monsieur Renaud. Je suis content, Mme Hura, d'avoir un son de cloche de la Ville de Montréal parce que c'est un contexte qui est particulier par rapport aux autres villes. Diriez-vous que l'augmentation qui est proposée, là, on parle de 30 $ la tonne, puis 2 $ par année, ça va être suffisant pour avoir un impact significatif sur la quantité de déchets ou bien, je ne sais pas, il faudrait que ce soit 50 ou 60 $. Comment vous évaluez ça, là? Écoutez, je serais en peine de dire si c'est le bon montant. Il y a d'autres éléments aussi à considérer et des informations qui nous manquent. Par exemple, la capacité de traitement au niveau, régional, local. On sait, la Ville de Montréal a des projets de compostage, des projets de biométhanisation. On sait ce qu'on planifie en termes de volume de traitement. Est-ce que les capacités de traitement de valorisation, disons, proches de la région de Montréal, on ne sait pas les projets en cours. Donc, s'il n'y a aucun projet en cours pour un ICI, je présume que ça va toujours être plus rentable d'envoyer à l'enfouissement si les coûts sont tels de valorisation. Il faut toujours comparer à la disponibilité des autres options de valorisation. L'élimination n'est pas une option de valorisation, comprenez-moi bien, mais donc des autres options. Donc, ce serait difficile, mais il y a présentement ce qu'on entrevoit, c'est qu'il y a des manques
nous pensons, dans la capacité de traitement de valorisation des matières. En tout cas, un manque, je veux dire, local. On entend, je pense que c'est le ministère qui nous avait déjà mentionné ça, qu'au niveau de la province, il y a une capacité de valorisation. Toutefois, elle est concentrée à certains endroits, ce qui fait que nous et les ICI de la région de Montréal, je ne pense pas qu'ils seraient intéressés à envoyer de la matière à 200 km des centres. Donc, c'est un peu aussi dans ce contexte-là. Est-ce que la capacité est là? Et donc, ça vient avoir un effet direct sur est-ce que c'est assez ou non les coûts d'élimination. Ça, il y a plusieurs données qui nous manquent. Dans les documents qui ont été déposés par la CMM, là, dans le cadre de notre mandat, de notre commission, on voyait que les coûts d'élimination, c'est pour la CMM quand même, ce que je comprends, là, c'est pas juste pour la Ville de Montréal, mais les coûts d'élimination sont plus bas. Globalement, là, je me rappelle plus des chiffres, là, je vais y aller de mémoire, là, on parlait de 150, 160 $ la tonne pour l'élimination, alors qu'on était à 170 $ la tonne pour le recyclage. Là, ça inclut tout, là, ça inclut collecte, transport et tout. Puis ça, c'est avec la redevance actuelle. Là, alors, l'impact que la nouvelle redevance aurait sur ce ratio-là, là, sur cet équilibre-là entre les coûts, est-ce que ça pourrait être suffisant pour à faire des choix d'installation ou pour pouvoir augmenter l'offre pour la valorisation et le recyclage? Probablement que ça irait dans le bon sens. Est-ce que ce serait suffisant? Les coûts dans la région pour n'importe quelle infrastructure de valorisation sont considérables. Puis on ne compte même pas sur le manque de sites, de lieux pour faire ces infrastructures-là. C'est une dizaine d'années à partir du moment où on décide qu'on fait une infrastructure et qu'elle est mise en œuvre. Donc c'est sûr que c'est une augmentation des coûts à la redevance ne serait pas mauvaise. Est-ce que c'est suffisant pour générer un équilibre dans tout ça? Malheureusement, là, comme je vous dis, c'est le manque de données, puis peut-être le manque si je peux me permettre, là, d'une analyse intégrée. Puis je veux bien m'expliquer, cette analyse intégrée-là, je ne suis pas sûre qu'elle est à la portée uniquement de la Ville de Montréal. On n'a pas les informations sur les projets, tous les projets de valorisation. On n'a pas l'information. C'est une information qui est relativement simple, savoir c'est tout ce tonnage d'ICI qui s'en va à l'élimination, il est composé de quoi, de qui, ces mêmes ICI-là. Est-ce qu'elles ont des projets de valorisation, de détournement de leur matière d'ici 3 ans? Si on avait cette information-là, déjà pour une planification plus intégrée, ce serait beaucoup plus, parce que ce serait plus rigoureux. Actuellement, à Montréal, vous envisagez, plus qu'envisagez, je pense, l'installation, la construction d'une usine de biométhanisation là, du côté est de la ville. À combien vous évaluez le coût par tonne que cette installation-là va coûter? C'est sûr que c'est juste pour de la matière organique, mais à combien vous évaluez là, ce que ça pourrait coûter par tonne de traiter la matière organique dans cette installation-là? Oui, je suis vraiment désolée. J'ai pas. En fait, je peux vous revenir avec l'estimé qu'il y avait sur des données qui ont été. Mais je ne l'ai pas. Moi, je vais vous donner un chiffre qui ne sera pas le bon. Je n'oserais pas, mais je peux vous revenir avec une information à ce sujet-là. Je vous remercie beaucoup. Merci, madame. Madame Lise Michaud. Oui, merci. C'est pas une question qui est facile à répondre, je vous dirais, parce que je vais vous exposer qu'est-ce que je vis chez moi à l'échelle avec notre éco-centre. Notre éco-centre, on fait affaire avec une entreprise qui a des containers. C'est une entreprise qui a été trouvée coupable de ne pas avoir respecté les règles environnementales. Ils ont changé le nom d'entreprise, ils l'ont transféré au nom de sa conjointe. Ça fait en sorte que, même avec le marché financier, on n'a pas été capable de faire en sorte de ne pas lui donner le contrat parce qu'on est allé en appel d'offres, puis il était le plus bas soumissionnaire. Donc, légalement, on devait lui donner le contrat. Mais moralement, je ne suis pas certaine que l'élimination ou
l'endroit où sont distribuées ces choses-là, les gens qui viennent nous porter les produits, sont vraiment recyclés comme on devrait s'attendre à ce qu'ils soient recyclés. Et une petite municipalité ne peut pas se mettre à suivre tous les fournisseurs qu'ils ont pour s'assurer qu'ils respectent les règles environnementales et tout. Fait que ça, c'est un des éléments que je trouve assez particulier et difficile à gérer en tant que ville, de dire l'entreprise qui a soumissionné, on le sait qu'elle a été trouvée coupable, qu'il y a eu une manœuvre que, bon, c'est quelqu'un d'autre qui est devenu le propriétaire, mais ce sont les mêmes gestionnaires qui sont derrière. Mais on ne peut rien faire. On a l'obligation de leur donner le contrat parce que légalement, ils respectent ces règles-là. Fait que c'est un petit peu particulier pour nous. Et en complément à ça, sur notre territoire, on a des sablières gravières qui sont des énormes trous qui sont dans 90 de notre territoire est agricole. Donc, on est en zone agricole. Ils ont eu une autorisation au fil des années. Et là, maintenant, ils ont une autorisation de remblayer ces trous. Mais on a fait des analyses dans nos sablières gravières, dans certaines d'entre elles, puis on a retrouvé des résidus qui auraient dû se retrouver dans un vrai site d'enfouissement, mais qui sont retrouvés dans notre nappe phréatique parce que la nappe phréatique est très haute chez nous. Fait que on a vraiment tout un problème dans la gestion de nos déchets. Puis quand on complète ça avec la proximité d'une réserve indienne, où il y a un site d'enfouissement non réglementaire, non régi par le ministère de l'Environnement, où ces entreprises-là, qui n'ont pas de scrupules, vont porter les produits qui ont pris dans nos écocentres, que les citoyens se sont donné le temps de les trier puis de faire l'effort d'aller le porter à notre écocentre. La ville qui se donne la peine d'avoir un écocentre, mais en bout de piste, on n'est pas certain que ça se ramasse au bon endroit. Fait que c'est toute une problématique. Je ne sais pas comment on peut répondre à tous ces problèmes-là, mais c'est toute une problématique qu'on vit. Monsieur Renaud, j'hésitais entre moi et Monsieur Renaud, mais finalement, je vais céder la parole à Monsieur Renaud. Il va être plus embêté que moi. Je suis embêté, oui, vous pouvez le dire. Mais je vais regarder du côté des contrats parce que vous avez soulevé ça. C'est un point, là, je ne m'en irai pas vers l'agence, l'autorité des marchés financiers. Là, actuellement, une municipalité qui passe des contrats, vous donnez des contrats pour collecte, transport et élimination. Là, si on parle du bac noir, on l'appelait le bac noir, chez nous c'est un bac noir. Là. Mm-hmm. Est-ce qu'une municipalité comme vous pouvez choisir à quel endroit ces résidus-là vont être enfouis ou si c'est le plus bas soumissionnaire, d'un soumissionnaire à l'autre, ça peut s'en aller à un endroit ou à un autre, ça peut s'en aller à Sainte-Sophie, ça peut s'en aller à Saint-Nicéphore, ça peut... est-ce que la municipalité a le choix ou c'est vraiment le plus bas soumissionnaire puis vous devez lui donner le contrat? C'est généralement pas mal le plus bas soumissionnaire qui régit les contrats publics qu'on doit octroyer. Ceci étant dit, dans ma municipalité, c'est pas la collecte du porte-à-porte, là, ça, on le fait avec la MRC. Ce dont je vous parle, c'est notre écocentre. On a un écocentre pour nos citoyens sur notre territoire et quand les gens viennent porter leurs résidus qui ont fait une rénovation ou quoi que ce soit, bien, il y a un conteneur pour le bois, il y a un conteneur pour différents produits. Mais quand le fournisseur de ce conteneur-là vient le récupérer, il nous en remet un vide, quand il part avec, là, on ne sait pas où il s'en va avec. Mais on sait que cette entreprise-là a été reconnue coupable par le ministère de l'Environnement. Mais ils ont changé de nom, ils ont changé d'actionnaire principal, mais c'est la même affaire, là, c'est la même installation, c'est les mêmes conteneurs, c'est les mêmes personnes. Mais parce que c'est plus le même nom, puis cette compagnie-là n'a pas été reconnue coupable, bien, on a l'obligation de leur donner. Puis on a même parlé avec les marchés financiers. Là, ils nous ont dit donnez-leur pas le contrat. On a dit parfait, mais donnez-nous l'assise légale qui va nous permettre de ne pas le donner. Puis la conclusion, c'est on n'en avait pas. On a été obligé de le donner. Sinon, on s'exposait à des poursuites de l'entreprise. Je vous remercie. J'ai bien fait de céder la parole à mon collègue. Merci, madame. Je pense qu'on a noté beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'on puisse répondre à ces questions et à ces problèmes que vous vivez.
Mais en tout cas, c'est noté. On verra s'il y a moyen de trouver une issue, peu importe sa nature, qu'elle soit stratégique, réglementaire ou autre, mais on verra. Mais c'est un cas spécifique qui est très embêtant. Alors, j'invite maintenant M. Robert Comeau. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Je vais revenir rapidement sur ce que disait tantôt M. Pion. Dans l'importance, en fait, d'avoir une modulation régionale de la redevance. Comme il a expliqué, en région, on a déjà des prix qui vont être de 150 $ et plus, qu'on soit à 185 en Gaspésie ou à 180 à Chibougamau. À partir de ce moment-là, augmenter pour ces gens-là la redevance va que augmenter l'iniquité régionale. Parce que si vous regardez, ces régions-là, en plus, actuellement, sont souvent en décroissance et ont une économie à la baisse également. Donc, on augmente la charge pour le contribuable beaucoup plus qu'on peut l'augmenter à Montréal, à Laval et dans cette région-là, où, comme on a vu, les prix d'enfouissement sont de 25 à 50 $ la tonne. Donc, l'écart est épouvantable, puis on a un problème d'équité régionale. L'autre élément aussi qu'il faut considérer, c'est qu'à l'heure actuelle, les municipalités avaient environ 80 % du coût de la collecte sélective qui était compensé. Avec la nouvelle approche de collecte sélective, on va tendre vers la gratuité. Donc, l'augmentation artificielle des prix de l'enfouissement a pour objectif, ou va avoir pour objectif de favoriser l'enfouissement de favoriser, la gestion des matières organiques versus l'enfouissement. Donc, encore là, c'est d'avoir un équilibre entre les coûts d'enfouissement et les coûts de gestion de la matière organique. Il ne faudrait pas non plus tendre à augmenter la redevance pour faire en sorte qu'on va comparer les coûts d'enfouissement en additionnant la redevance à ceux, à titre d'exemple, de la biométhanisation en région, où, comme on l'a vu, ça coûte beaucoup plus cher. Et en plus, en région, on n'a pas le gisement pour pouvoir acheminer des quantités importantes de matière à ces installations-là. Donc, c'est juste des éléments de réflexion que je souhaitais vous présenter. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Comeau. Je prends un dernier intervenant avant le vote, M. Philippe Vaillancourt. Merci. Mon intervention va être assez courte, puis je pense assez évocatrice. Nous, à la Ville de Laval, on a un contrat pour l'enfouissement de nos ordures ménagères qui est à 59 $ la tonne, redevance incluse. À comparaison, on a aussi un contrat pour la valorisation de nos résidus de construction, rénovation et démolition. On a un prix de 90 $ la tonne. Donc, je me mets à la place d'une entreprise de construction qui a le choix d'envoyer son conteneur de matériaux à l'enfouissement ou à un centre de tri de CRD. Je pense que le choix est facile au niveau économique et la compétition dans le secteur, entre autres le secteur de la construction, est beaucoup axée sur la construction au prix le moins cher possible. Donc, c'est certain qu'une augmentation, là, on parle de 30 $ la tonne, on passerait de 23,75 $ à une redevance de 30 $ la tonne, donc 6,25 $ de plus. Dans un contexte comme celui de Laval, je crois que ça n'aurait pas beaucoup d'impact. Alors que dans d'autres contextes en région où les prix ne sont pas du tout équivalents, c'est vraiment un autre phénomène qui va se passer. Dans d'autres régions, il n'y a simplement pas d'alternative. Donc, effectivement, la charge revient entièrement aux municipalités ou aux entreprises de ces régions-là. Donc, voilà, je voulais juste préciser un petit exemple qui nous concerne ici. Merci, M. Vaillancourt. Allez-y, M. Renaud. M. Vaillancourt, est-ce que le rétablissement de cet équilibre-là passe nécessairement par une redevance qui est établie par le gouvernement, aussi au niveau de la municipalité,
vous avez des pouvoirs des pouvoirs de taxation ou d'aller rétablir l'équilibre, c'est-à-dire charger plus cher pour les déchets, pour le traitement des déchets au niveau municipal, ou s'il faut nécessairement que ça passe par une redevance provinciale? Bien, l'embêtement à ce niveau-là, c'est que tout ce qui est secteur ICI et CRD n'est pas nécessairement géré par nos services municipaux. Donc, c'est vraiment le pur marché privé qui vont intervenir. Et on n'a pas de pouvoir d'imposer des taxes à des lieux de traitement qui ne sont pas sur notre territoire non plus. Donc, il y a tout l'enjeu du marché. Je sais que, bon, des municipalités ont exercé leur pouvoir de gestion. Je pense à la Ville de Québec, entre autres, qui oblige l'élimination des matières à leur incinérateur. Bon, à ce moment-là, ils ont un certain contrôle. Mais nous, étant donné qu'on n'a pas d'installation propre à la Ville de Laval, c'est pas quelque chose qu'on peut faire là, actuellement. Est-ce que vous en parlez, on a des énoncés, je ne sais pas si on va se rendre jusque-là, mais je vais vous poser la question quand même. Est-ce que la solution au niveau des ICI, ça passe par une collecte municipale? Parce qu'actuellement, les ICI, c'est entièrement, dans la plupart des municipalités, c'est des collectes privées. C'est l'entreprise qui gère sa collecte et son élimination. Mm-hmm. Est-ce que est-ce qu'il faudrait que ça passe par une collecte municipale? Le problème des collectes municipales, c'est qu'on dessert, dans le cas de Laval, 440 000 Lavallois une fois par semaine, disons le recyclage, une fois par semaine en bac roulant. Les entreprises privées, les industries, les commerces ne peuvent pas toujours se conformer à ce modèle de service-là. Ils vont avoir des besoins qui peuvent être très variables et bon, il n'y a jamais rien d'impossible, mais ça devient difficile d'essayer d'adapter les services de collecte individuellement à chaque entreprise. Je vous remercie. Bienvenue. Merci, M. Vaillancourt. Donc, nous allons procéder au vote. M. Perrault, pourriez-vous afficher les 3 énoncés? Le premier est à l'écran. Oui, le premier est à l'écran, 6.1. L'augmentation prévue des redevances réduira de manière substantielle les matières résiduelles envoyées à l'élimination. Vous pouvez voter. Alors, vous avez quelques secondes pour vous prononcer. Alors, j'ai 32 votes, ce qui est généralement le maximum. Donc, 22%, 34%, on bat des records. 21% totalement d'accord, 35% plus ou moins d'accord, plus ou moins en désaccord à 24% et totalement en désaccord à 21%. Pour le prochain sondage, alors l'énoncé est « Les redevances doivent être modulées selon les réalités régionales ». Alors, 48%, 50% totalement d'accord, plus ou moins d'accord à 26%, plus ou moins en désaccord à 9% et totalement en désaccord 14%. Il y a eu un petit changement, un vote supplémentaire qui est rentré, mais c'est sensiblement pareil. Pour le prochain, alors 6.3, l'énoncé étant des redevances modulées selon le type de matière doivent être exigées pour toutes les matières entrant dans un LET ou un LEDCD. Vous pouvez y aller.
Alors, on a 34 votes avec totalement d'accord à 53 %, plus ou moins d'accord à 34, plus ou moins en désaccord à 6 et totalement en désaccord à 9. Merci bien, M. Perrault. Nous pouvons donc procéder en affichant le 7e énoncé. Voilà, l'énoncé étant une meilleure information aux citoyens sur l'élimination des matières résiduelles, ses impacts et ses coûts auraient une influence positive sur leur comportement. La discussion est ouverte. Monsieur Paul Sarrazin. Monsieur Sarrazin, si vous pouvez ouvrir la caméra et votre microphone. Excusez-moi. Effectivement, ce que je disais, c'est en Haut-Yamaska, on a une dizaine de personnes qui travaillent au niveau du département des matières résiduelles et on a même un département de communication. Je peux vous dire d'emblée que la sensibilisation, l'éducation, l'information, les soirées diverses, que ce soit au niveau de compostage, que ce soit au niveau des façons de faire. On fait des relevés systématiques de nos bacs de recyclage, du bac noir, comme M. Renaud dit, du bac brun pour voir les matières, les pourcentages. Je me pose la question, je ne sais pas jusqu'où on pourrait aller plus loin de ce qu'on fait, mais on se rend compte que même nous, en Haut-Yamaska, malgré tout ce qu'on peut mettre en place, les efforts, il arrive à un seuil que, à un moment donné, c'est la volonté des gens. Puis je ne veux pas embarquer sur ce que tu as discuté tantôt, mais là, quand on commence à aller sur le côté coercitif un peu, pénalité, enjeu, pesé, des frais supplémentaires, des fois, l'adhésion des gens devient à la limite, dire, ben, écoutez, vous avez mis beaucoup de choses en place, vous avez quand même demandé beaucoup d'efforts, on est rendu quand même à 3 bacs, on est service d'éco-centre, on a beaucoup de choses, il y a toujours des coûts rattachés un peu à ça. La question est fort simple, c'est jusqu'où on peut se rendre pour être capable de mettre en place la sensibilisation de l'éducation pour aller chercher l'adhésion. La question, je ne vais peut-être pas la répondre, mais je vous partage la réflexion sur ce qu'on a fait chez nous. On pourrait faire parvenir les statistiques. Je sais que Mme Valérie Leblanc, là, qui est notre responsable au niveau des matières résiduelles, est parmi nous, là, parmi du comité. Mais effectivement, là, on se questionne, même nous, on questionne nos façons de faire. On a même fait des petites capsules un peu rigolos, je vous dirais, pour essayer d'attirer l'attention. Mais après plus de 15 ans où on a pris le contrôle de la gestion de matières résiduelles sur le territoire, on dirait qu'on a une limite. Là. On ne sait plus où il faut aller et qu'est-ce qu'il faudrait rajouter pour être capable d'aller chercher le pourcentage supplémentaire pour être capable de dire qu'on est parfait, malgré que la perfection n'est pas de ce monde. Mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Votre question est pertinente, mais jusqu'à quel niveau on peut se rendre puis quel argent qu'on peut investir pour être capable d'aller chercher des pourcentages. Puis je vous disais, pour conclure, ça revient avec toute la data qu'on parlait depuis ce matin. Il faudrait savoir où est-ce qu'on se situe, quelles sont les cibles, comment on investit, parce que l'investissement en vaut la chandelle. Vous, est-ce que vous y allez de façon continue ou de façon ponctuelle? On y va continuer année après année. On a toujours des budgets assez importants qui sont mis en sensibilisation. On revoit nos formules, on revoit nos façons de faire. On fait affaire des firmes de communication spécialisées pour revoir un peu que ça ne devienne pas redondant, attirer l'attention, faire des choses aussi pour essayer de chercher les jeunes. Il y a un langage qu'on parle aux jeunes qui n'est pas nécessairement à nous qui sommes rendus peut-être un peu d'une autre époque. Fait que vous voyez un peu, on essaie de s'adapter aux réalités. On est aussi on voit ce qui se passe ailleurs, on essaie d'aller chercher les bonnes pubs ou les bonnes actions qui sont dans d'autres territoires pour essayer de les assimiler aux nôtres. On est très, très sensible, très actif à ce niveau-là, mais on se rend compte que ça a ses limites. Puis quand il vient le temps de faire les budgets pour regarder les résultats, on est très axé, c'est sûr, les investissements axés sur les résultats, mais on est toujours assez à la limite à se dire, ben, même si on mettrait 100 000 de plus en communication sur notre territoire, est-ce qu'il y aurait un gain significatif cet investissement-là ou on est mieux d'aller sur la protection de l'environnement par rapport à la protection des bandes riveraines ou autre chose, vous comprenez un peu? Fait que c'est tout le temps qu'il faut voir à la limite d'où ce qu'on peut aller. Bien, merci, M. Renaud.
Monsieur Renaud, juste un instant. Je vous demande de ne plus lever la main. Il y a déjà amplement de monde qui a levé la main, qui dépasse le chiffre 4, mais je vais quand même demander à chacun d'intervenir tout de suite après vous. Monsieur Renaud. Alors, Monsieur Sarrazin, c'est intéressant. Moi, je ne vis pas dans la MRC de la Haute-Yamaska. Je vis dans une autre MRC, mais je vais juste vous conter mon expérience parce que j'ai essayé d'avoir l'information sur les coûts, les contrats, à quel endroit les déchets s'en vont, quelles sont les quantités qui sont ramassées dans ma municipalité, le pourcentage de recyclage, des données comme ça. On finit par trouver certaines données là, avec Recyc Québec, avec le ministère de l'Environnement par rapport au lieu d'enfouissement technique et ainsi de suite. Mais je suis allé, moi, sur le site de ma municipalité. Je n'ai pas trouvé... tout ce que je trouve, là, c'est la ligne qui est dans mon compte de taxes qui dit que ça me coûte pour les ordures, ça me coûte 145 $. Là, je ne me rappelle plus du montant exact. Mais je ne retrouve pas cette information-là. Je suis allé sur le site de la MRC, savoir les contrats. Est-ce qu'un citoyen, comme un citoyen chez vous, a accès à ça facilement? Parce que moi, ça m'interpelle. Je me dis, si je sais comment ça coûte, si je sais ce que ça... Pas juste le montant global, là, mais d'être capable de faire le tri, ça devrait influencer mon comportement. Est-ce que c'est un constat que vous faites? Le fait de donner de l'information a un effet sur la quantité de matière résiduelle que vous ramassez? Bien, je pense que c'est pertinent ce que vous signalez, M. Renaud. Puis effectivement, je ne veux pas avoir l'air chauvin, mais je vois que la dernière participante, c'est Valérie Leblanc, va sûrement renchérir. Mais effectivement, nous, vous pouvez aller sur notre site Internet de la MRC et vous avez des onglets spécifiques. On a même des sites dédiés, des onglets. Vous pouvez étudier toute l'information sur les pourcentages, les résultats. Si un citoyen veut voir, ben, justement, je regarde mon compte de taxes, ça me coûte 150 $ par année. Il sert à quoi ce 150 $-là? Ben, vous pouvez aller consulter le site de la MRC et vous allez avoir toute l'information que vous avez voulu trouver. Je mettrai les gens au défi d'y aller présentement en ligne. Puis vous êtes capable d'aller sur notre site, puis on veut que ça soit disponible. Puis on fait souvent régulièrement durant l'année des points de presse, des communiqués qu'on envoie aux médias. On travaille beaucoup avec nos médias pour que ça soit diffusé, cette information-là. Quand on a des reconnaissances au niveau de Recyc Québec, qu'on a des reconnaissances, qu'on a atteint nos objectifs, nos performances, ben on fait des points de presse, on se fait un devoir d'envoyer à chaque municipalité de la MRC des bulletins qu'ils peuvent mettre dans leur actualité mensuelle pour faire parvenir, donner cette information-là aux citoyens. Fait que nous, du Conseil des maires, c'est primordial de communiquer ces statistiques-là, cette information-là, puis que ce soit facile aussi à y avoir accès. Je continue là-dessus parce que je suis certain que Mme Leblanc, tantôt, elle va sûrement vouloir en ajouter un peu. Là. Merci beaucoup. En tout cas, M. Renaud, on saura qu'est-ce qu'on fera, où on va déménager après notre commission d'enquête. Merci, monsieur. Madame Catherine Loriot. Bonjour, merci. Je voulais appuyer donc l'intervention de M. Sarrazin, puisque nous, à la Ville de Gatineau, on a décrété dans le dernier PGMR qu'on avait on avait suffisamment dans le passé sensibilisé nos citoyens à l'importance de bien trier les matières, réduire les déchets. Donc, par rapport à l'énoncé, je ne crois pas que c'est pertinent de donner plus d'informations à nos citoyens sur l'importance de réduire les déchets pour diminuer l'élimination des matières résiduelles au Québec. Je pense que les citoyens sont super sensibilisés déjà, sont quand même assez bien informés là, au niveau surtout de l'enfouissement, les problèmes de pollution, les dépotoirs et tout ça. Mais dans le fond, ils ont aussi beaucoup de motivation à savoir comment faire, c'est quoi où ils peuvent participer le plus pour que ça ait le plus d'impact. Dans le fond, c'est nous, le rôle de la Ville, c'est de ça, de les informer de comment ils peuvent participer, puis c'est où qu'ils peuvent mettre le plus leur effort pour que ça donne le plus de résultats. Donc, je m'explique, c'est qu'on avait mesuré là, la sensibilisation de nos citoyens par rapport au recyclage et au compostage en 2013. Puis c'est là qu'on avait vu là, que les citoyens étaient très, très informés, très sensibilisés.
mais souhaitaient savoir comment faire pour bien trier, bien participer. Donc, on lâche pas, on continue avec nos campagnes d'information pour nos programmes, mais c'est vraiment plus informatif. Puis par rapport à toute l'information sur les lieux d'élimination ou l'importance de réduire les déchets, je pense que l'orientation qui s'en vient pour nous, en tout cas à la Ville de Gatineau, c'est de lier ça avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour notre plan climat. Donc, on va lier la lutte au gaspillage alimentaire, la réduction des matières organiques dans les lieux d'enfouissement, puisque c'est ces matières-là qui génèrent le plus d'émissions de gaz à effet de serre dans nous, c'est un lieu d'enfouissement auquel on envoie nos déchets ultimes. Donc, ça nécessite un peu plus d'informations, puis on veut vraiment faire sentir aux citoyens qui contribuent à la lutte au changement climatique en réduisant les déchets. Donc, c'est pas mal ça qui s'en vient, mais je pense pas que d'informer davantage les citoyens, ça va avoir un effet sur la réduction des déchets. Est-ce que vous considérez que l'accès aux écocentres favorise la participation de vos concitoyens? Oui, en fait, on leur laisse l'accessibilité. On a facilité l'accessibilité à nos écocentres à tous nos citoyens, mais ça fait partie de la variété de mesures qui sont disponibles pour qu'ils trient leurs matières résiduelles à la maison. Donc, pour les résidus de construction, ils savent qu'ils peuvent aller les porter aux écocentres. Sont plus ouverts, sont gratuits. C'est facile de déposer ces matières, mais il y a aussi, nous, on offre une collecte de résidus de construction là, en bordure de rue 8 fois par année pour toute la ville de Gatineau au secteur résidentiel. Donc, c'est un mix de mesures, en fait. Quelle est la distance moyenne qu'un citoyen doit parcourir pour apporter certains matériaux aux écocentres? Je pense que la distance magique qui nous avait été recommandée là, on avait fait faire une étude par des experts, là, c'était l'entreprise Chamard qui nous avait fait une étude d'accessibilité de nos écocentres à Gatineau, puis nous avait mentionné que c'était à peu près 15 km d'une maison vers un écocentre, qui était la distance acceptable pour que les citoyens soient motivés et se rendent assez régulièrement, là, quelques fois par année, quand ils ont des résidus de construction. Quand c'est plus loin que ça, les citoyens ont tendance à soit trouver une autre façon de se départir de leurs résidus de construction ou malheureusement de les mettre ailleurs, puis c'est pas le meilleur débouché. Et est-ce que vous offrez un service pour les personnes qui n'ont pas d'automobile? Non, pas pour se rendre à des écocentres, mais puisqu'on offre des collectes spéciales en bordure de rue, dans le fond, 8 fois par année, les citoyens n'ont pas besoin de se rendre aux écocentres. En fait, c'est pas pour toutes les matières. Là, on parle des résidus de construction, mais pour les résidus domestiques dangereux, là, il faut que les citoyens se déplacent. Sinon, on va offrir aussi des points de dépôt dans des écocentres mobiles, en fait, qui vont avoir lieu sur notre territoire là, au cours de l'année. Donc, ça va rapprocher les points de dépôt de la résidence des citoyens. Mais ce n'est pas dans le principe d'offrir ça par quartier. Là. Donc, ça va vraiment nécessiter une voiture. Merci, madame. Merci. Madame Paula Berestovoy. Oui, bonjour. En fait, nous, on a accompagné plusieurs municipalités dans l'implantation de différentes mesures pour réduire la quantité de déchets. Puis ce qu'on a noté, c'est que ce qui marche le mieux, en fait, c'est une combinaison de moyens. Donc, la sensibilisation seule a ses limites. Je suis tout à fait d'accord avec tous mes collègues qui sont intervenus avant. Donc, c'est une combinaison de moyens, tant en sensibilisation, mais également dans les modalités de collecte. Il faut favoriser le bon geste, donc le rendre le plus facile. Si, par exemple, on réduit la fréquence de la collecte des déchets ou qu'on fait une tarification incitative, on va favoriser la participation aux autres collectes. Par contre, une chose est sûre, c'est que l'implantation de toutes ces mesures-là, quand on l'accompagne d'une bonne campagne de sensibilisation et d'accompagnement des citoyens pour qu'ils comprennent pourquoi on fait ça, que ce n'est pas pour leur nuire ou pour leur enlever une collecte, mais pour favoriser un geste qu'on souhaite, le taux d'adhésion est vraiment plus élevé. Puis on le voit beaucoup ces temps-ci dans l'implantation des collectes de résidus alimentaires dans plusieurs villes. On fait du porte-à-porte, par exemple, pour sensibiliser puis informer les gens des modalités de collecte, les outiller finalement à participer.
Puis on voit que le taux de participation est significativement plus élevé quand on les accompagne de façon optimale avec des séances d'information, du porte-à-porte, etc. Selon les villes, c'est différent, mais bref, quand les citoyens se sentent partie prenante finalement, puis qu'ils comprennent pourquoi ils posent ce geste-là, c'est vraiment positif, puis on voit vraiment sur le terrain des résultats concluants. Juste une question de curiosité. Quand vous parlez de taux d'adhésion plus important, évidemment, oui, c'est qualitatif. 25 par rapport à 20, c'est sûrement un meilleur taux d'adhésion, mais est-ce que vous avez essayé de quantifier ce niveau d'adhésion? Oui, en fait, on peut le quantifier facilement par le taux de participation. Donc, les bacs qui sont mis à la rue et la fréquence à laquelle ils sont mis à la rue. Donc, ça, c'est vraiment très facile à quantifier, mais aussi par la réduction du nombre de plaintes qui sont reçues par les employés de la ville, les employés de première ligne. Les plaintes sont beaucoup la quantité de plaintes est moins élevée lorsque les citoyens sont bien informés et bien accompagnés. Allez-y, madame. Oui, donc je disais que la quantité de plaintes est réduite lorsque les citoyens sont bien informés. En fait, on a même accompagné une ville où ils avaient fait une tentative d'implantation sans accompagnement. Ils ont dû abandonner parce que le niveau de plainte était trop élevé. Puis plusieurs années plus tard, ils ont réessayé avec un bon accompagnement. Puis les employés municipaux venaient nous voir puis disaient « c'est incroyable, c'est le jour et la nuit ». Donc, côté politique puis côté environnemental, je pense qu'une campagne de sensibilisation est importante, mais en complément de mesures concrètes sur le terrain. Merci, madame. Madame Oriana Familiar. Oui, merci. Je seconde mes collègues aussi par rapport à l'information qui a besoin d'être faite de façon continue et aussi diverse. Par exemple, dans Bromissisquoi, on a des problématiques saisonnières, des gens qui habitent dans notre région de façon temporaire, par exemple, s'il s'agit d'être proche d'une station de ski ou de faire du camping ou dans un chalet pendant l'été. On a aussi une réalité agricole qui demande fortement la présence des employés temporaires qui viennent de l'étranger, qui ne viennent pas nécessairement ni avec les connaissances des tri adéquats dans nos régions, ni les niveaux de langage aussi nécessaires pour apprendre. Donc, des fois, il s'agit aussi d'aller au-delà du français et de l'anglais pour mieux informer et sensibiliser la population. Au-delà aussi des contraintes normales, non? Exemple générationnelles aussi qui peuvent influencer. Mais ce que j'aimerais apporter comme nouveau à cette discussion, ce serait, je ne crois pas nécessairement que l'effet d'informer par l'entremise d'une mention sur les coûts va nécessairement inciter les gens à faire un meilleur tri, parce que comme on a parlé dans l'énoncé numéro 6, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas que ça coûte moins cher valoriser versus enfuir. Donc, je vous partage 2 exemples que nous, on a fait dans Bromissisquoi qui pourraient peut-être être des meilleures alternatives. Nous avons fait plutôt les liens vers l'impact dans la vie quotidienne des gens. Par exemple, pour notre plateforme de compostage, c'est essentiel de ne pas envoyer aucun emballage fait en plastique, même si c'est mentionné compostable ou biodégradable, parce que cette technologie ne permettra pas d'éliminer complètement les petites particules de plastique après la décomposition de l'emballage. Donc, on a mentionné au résident que c'est important de faire attention à cet aspect parce que sinon, la qualité des composts qu'eux vont recevoir après, exemple pour leur potager, va être de moindre qualité et ils vont se retrouver avec des particules plastiques dans leur consommation alimentaire. Et donc ça, par exemple, ça a eu un impact plus grand et plus efficace qu'une mention des coûts, par exemple. Et aussi, nous avons fait une visite porte ouverte à notre régie intermunicipale. Les gens ont eu la chance de voir la plateforme de compostage par eux-mêmes,
les installations de l'éco-centre ainsi que toutes les cellules de notre lieu d'enfouissement technique. Et nous avons eu des commentaires après que cette visite, ça les a permis d'échanger leur comportement parce que là, ils ont vu l'ampleur de leurs actions, l'impact réel lorsqu'on s'est mis à additionner tous les efforts individuels. Et finalement, je termine mon intervention en disant que oui, il faut parler des citoyennes, mais il faut aussi sensibiliser les entreprises qui ont souvent des matières qui ne sont pas régulières ou quotidiennes. Donc, il faut adresser les matières problématiques spécifiques qu'on ne voit pas nécessairement à tous les jours et aussi bien informer les fournisseurs des services ou des produits. Autour justement des matières résiduelles, par exemple, quand on avait fait des efforts pour l'emballage compostable ou biodégradable, on a pris la peine aussi de faire appel aux fournisseurs de ces matériels-là parce que c'est important qu'ils conseillent bien leurs clients et qu'ils réalisent que ce qu'ils recommandent dans une région, ce n'est pas nécessairement la même chose à recommander dans une autre région selon les installations de valorisation disponibles. Merci. Merci à vous. Monsieur Michel Allaire. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Comme la plupart de vos questions depuis le matin, mais je vais répondre, ça dépend. Oui, l'information, sensibilisation, effectivement, les gens ont besoin de savoir quelle matière, quelle collecte, qu'est-ce qu'on apporte à l'éco-centre, mais ils ont aussi besoin de savoir que le système marche. Ils n'ont pas besoin, selon moi, de devenir des spécialistes du domaine, de comprendre les mécanismes entre la redevance, les programmes, les retours, le financement, tout ça. Les gens n'ont pas besoin de savoir ça, comme moi, je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui arrive à la caserne de pompiers quand je fais le 911. Tout ce que je veux, c'est que ça marche. Quand je fais le 911, que les pompiers arrivent dans un temps raisonnable. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il y a toujours la question là, d'un moment donné, oui, il faut que les gens sachent, il faut que les gens puissent participer, mais il faut aussi, le domaine est rendu tellement spécialisé et tellement pointu que c'est pas n'importe qui peut être au courant du jour au lendemain de tout ce qui se passe dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. Enfin, je voulais seulement spécifier aussi que la municipalité, elle reçoit les matières que les gens déposent, donc qui viennent de notre système de consommation et qui viennent les emballages, mais elle n'a aucun pouvoir sur ces choses-là. Donc, la municipalité est en bout de ligne de tout ça. Donc, contrairement à, par exemple, quand on parle d'éco-conception, d'emballage, etc., avec les producteurs, la responsabilité élargie, mais ces gens-là sont au début de la ligne, mais il n'y a pas de lien entre les municipalités et ces gens-là. Donc, il faut vraiment là, garder ça en tête là, quand on pose des questions là, et qu'on essaie d'améliorer les résultats et de réduire l'élimination. Monsieur Renaud. Monsieur Allaire, est-ce que le fait que les gens comprennent que, par exemple, sur notre territoire, sur le territoire de la municipalité, je ne sais pas, on a un taux de récupération de 57 % et que l'objectif ou l'état des lieux actuels au Québec, mettons, c'est 40 % donc on est meilleur ou on est pire? Est-ce que vous ne pensez pas que ce genre d'information-là, par exemple, au niveau aussi des coûts, de savoir, moi, que ça coûte dans ma municipalité, peu importe, là, 50 $ par porte pour la collecte, puis ça se compare à quoi dans d'autres municipalités? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un élément qui pourrait avoir un impact sur mon comportement? Oui, quand je propose là, que les gens sachent comment le système marche, c'est un peu ce que je pense. Combien les gens payent, où mes matières s'en vont, combien les autres payent alentour. C'est un peu le sens aussi de notre tableau de bord, la façon dont on publie nos résultats à la communauté. Ça permet aux municipalités de se comparer entre elles, aux MRC de se comparer entre elles, même les secteurs nord, sud de Montréal, etc., de se comparer entre eux. Comme ça, comme ça, on sait, par exemple, je prends l'exemple on a une douzaine de municipalités chaque année qui dépassent l'objectif de recyclage des matières recyclables de 70 %. Bien,
sur les tableaux de bord, par exemple, comme on présente, ces données-là paraissent. C'est le genre de choses que autant les élus que le public aiment bien voir pour se comparer aux autres. Puis l'accessibilité de cette information-là pour les citoyens, une accessibilité facile. Là, je vous racontais mon histoire. Là. Moi, je n'ai pas réussi. Peut-être que je ne suis pas un bon exemple. Là, mais... C'est sur le tableau de bord de la gestion de matières résiduelles de la communauté. C'est sur le site Internet. Et on va avoir les gens peuvent avoir des informations assez locales par municipalité. Sur les tonnages, sur les matières recyclables, sur les organiques, sur l'élimination, les prix. Effectivement, l'information est là. Et vous considérez que c'est important de donner cette information-là aux citoyens? En tout cas, comme je disais, moi, ce que j'aime savoir, c'est que le système marche. Je ne veux pas que tous ces citoyens deviennent des spécialistes en gestion de matières résiduelles, c'est impossible. Donc, mais il y a quand même des données de base, comme M. le maire le disait tantôt, les prix, la destination, le taux, le résultat, la comparaison entre les municipalités, surtout les voisines, surtout. Là. Mais donc, ces données-là, moi, ça, je pense que c'est primordial. Là. Il faudrait que tout le monde publie ça. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Allaire, c'est sûr, c'est une super belle occasion pour échanger là-dessus, mais je trouve que votre commentaire détonne par rapport à ce que nous avons entendu, que ce soit la semaine dernière ou cette semaine, où on nous a indiqué à quel point c'est important que le citoyen soit sensibilisé, accompagné, informé, si vraiment la municipalité ou la société veut atteindre ses objectifs de réduction du taux d'élimination. Et vous arrivez avec un discours passablement différent en disant le citoyen, lui, ce qu'on va lui donner comme information, c'est combien ça coûte, que le service est rendu, combien ça va coûter dans le futur. Mais finalement, pour vous, si je comprends bien votre position, cet accompagnement, cette sensibilisation, cette information n'est pas requise. Est-ce que j'ai bien compris? Il faut voir qu'est-ce que faudrait détailler éventuellement, qu'est-ce qui est impliqué, qu'est-ce que ça implique de dire aux gens comment le système marche et que le système marche. Mais je pense qu'on n'a pas à faire de tous les citoyens du Québec, des spécialistes en biométhanisation, système de redevance, les systèmes de certification des lieux d'enfouissement versus peut-être des incinérateurs, gazéification, pyrolyse. Je ne pense pas qu'on doit aller jusque-là. Je pense que les gens doivent savoir qu'est-ce qu'ils ont comme résultat, le prix qu'ils payent, l'endroit où vont leurs matières, qui s'en occupent, etc. Mais je ne pense pas qu'on doive faire... je ne pense pas que c'est ça. Par exemple, si je reviens sur la question des redevances, est-ce qu'une redevance va empêcher les gens de mettre des matières à l'élimination? Je ne pense pas, parce qu'il n'y a personne qui sait qu'un système de redevance existe selon les tonnages, que les matières sont pesées, que les matières sont allouées par municipalité, que des gens payent des redevances. Les gens ne savent pas ces choses-là, donc ce n'est pas un facteur qui va les faire participer. Les faire participer, c'est comme Madame disait avant moi, on va aller rencontrer les gens, on va leur expliquer les 3 bacs, la raison pourquoi on fait ça, pour les résultats, les prix, la façon dont la municipalité gère ça. Selon moi, c'est ces points d'information-là qu'on doit transmettre aux gens. Monsieur Allaire, merci. Merci. Bienvenue. Madame Andréane Paris. Oui, bonjour. Pour répondre aussi peut-être aux interrogations qu'il y a eu depuis le début par rapport à cette façon de se comparer entre MRC sur les données ou par municipalité, c'est vrai que c'est difficile à avoir comme information. On a fait l'exercice au Conseil général de l'environnement pour toute la Montérégie par MRC de voir si on était capable d'aller chercher cette donnée-là précise. Il faut faire beaucoup de téléphones, il faut faire beaucoup de données. Prendre vraiment là, il y a un travail de moine d'éplucher toutes les PGMR. On a essayé d'élaborer des indicateurs là-dessus. On pense que c'est vraiment
au sein du regroupement aussi, là, il y a beaucoup de réflexions sur comment on peut présenter cette information-là, simplifier, vulgariser, pour un peu avoir une idée de on se situe où chez nous par rapport au tonnage par habitant, par rapport à la récupération des CRD et tout ça. Mais je voulais apporter aussi un autre point. On a parlé d'information aux citoyens. Oui, c'est important que le milieu municipal informe, donne cette information-là, mais il y a aussi une information au quotidien sur qu'est-ce qui est recyclable ou pas recyclable. Puis on parle de l'affichage, de dire recyclable là où les installations le permettent. Des choses comme ça amènent juste une confusion. Donc, il y a toute l'éco-conception aussi. Puis je pense que c'est vrai que la municipalité ou les MRC ne sont pas maîtres d'œuvre sur l'identification, le choix que leurs entreprises font ou leurs industries. Mais il y a quand même une réflexion à avoir aussi sur ce qu'on achète, puis de sensibiliser les ICI à faire des produits mieux conçus. L'exemple de Mme Famillard tantôt sur de sensibiliser sur des enjeux aussi précis qu'on vit dans nos collectes. Par exemple, le sac compostable qui ne peut pas aller au centre de compost. Donc, toutes ces choses-là, je pense que c'est très important d'avoir de la sensibilisation là, adaptée à la réalité de notre localité. Merci, Madame. Madame Valérie Leblanc, qui va être la dernière intervenante pour cet énoncé. Bonjour, Valérie Leblanc, MRC de la Haute-Yamaska. Donc, pour poursuivre au niveau des propos qui ont été tenus par M. Sarrazin, en effet, nous, en Haute-Yamaska, on fait beaucoup de sensibilisation auprès de nos citoyens, puis on essaie de diversifier nos communications parce que on sait que dans la population, c'est pas toujours, les gens n'ont pas toujours la même sensibilité là, au niveau de la gestion des matières résiduelles. Donc, parler des coûts, parler des économies potentielles ou réelles qui ont été faites par notre société, par nos citoyens, ben oui, en effet, c'est une stratégie qu'on utilise pour aller chercher justement peut-être des citoyens qui ont moins la fibre verte et qui ont plus la fibre économique. Donc, dans notre cas, pour vous donner un exemple, quand on a instauré la collecte du bac brun, il y avait une économie qui allait être faite là, au niveau de l'enfouissement puisque nos coûts de valorisation sont légèrement en deçà de nos coûts d'élimination. Donc, en amont, dans la campagne de sensibilisation, avant l'arrivée du bac brun, on avait chiffré cette économie-là potentielle à un peu plus de 300 000 $. Donc, on a fait connaître ce chiffre-là. On en parlait avant même l'arrivée du bac brun. Ensuite, quand que le bac brun a été déployé, bien, on a encore misé aussi, pas juste là-dessus, mais entre autres, sur l'économie réelle qu'on avait réussi à faire puisqu'on a dépassé nos cibles là, de tonnage. Donc, c'est encore plus intéressant de montrer aux citoyens qu'on avait économisé encore plus que 300 000 $. Donc, pour nous, c'est important d'utiliser cette stratégie-là quand c'est possible de le faire. Aussi, il ne faut pas oublier que l'information au niveau de la gestion des matières résiduelles, elle se noie actuellement dans une panoplie d'informations aux citoyens en matière environnementale en général. Plusieurs citoyens ont la fibre, je le disais tantôt, environnementale développée, donc ils sont intéressés. Mais moi, ce que je vois autour de moi, c'est que les gens commencent à être un petit peu tannés d'entendre parler d'environnement. C'est tout le temps, c'est quotidien. Fait qu'il faut trouver une façon de se démarquer. C'est là aussi que je crois que ça a ses limites, la sensibilisation. Bien sûr, il faut en faire en continu. Plusieurs l'ont dit au cours des dernières interventions. Je pense que l'information en continu, elle sert à avoir un maintien des bonnes pratiques actuelles pour être sûr qu'il n'y ait pas une diminution là, de la qualité des matières qu'on met dans les bacs, par exemple, ou qu'il y ait une diminution de la participation. Mais je ne crois pas. Je pense qu'on a atteint certaines limites là, au niveau de sa capacité d'augmenter, de diminuer l'enfouissement finalement. Au niveau des résidences, du secteur résidentiel, par expérience, je trouve que la sensibilisation, elle entre plus facilement dans un foyer. Souvent, il va y avoir une personne à l'intérieur d'un foyer qui est plus sensibilisée. Puis c'est cette personne-là qui va accueillir cette information-là puis qui va s'assurer que les bonnes manières sont intégrées à l'intérieur du foyer. Mais j'en reviens encore aux ICI. Au niveau des ICI, c'est beaucoup plus difficile pour les MRC et les municipalités de faire de la sensibilisation ciblée. Souvent, les ICI n'ont pas les ressources, n'ont pas le temps
de nous lire, de nous écouter. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment de l'accompagnement personnalisé qui est de mise, qui demande beaucoup plus d'efforts au niveau de nos ressources pour amener des changements au niveau des ICI. Puis, bien sûr, il y a la sensibilisation au niveau du tri dans les ICI, mais ça a été mentionné juste avant, puis je voudrais le réitérer. Il y a aussi la sensibilisation de la mise en marché. Donc, tout ce qui est mis sur le marché, mis à la disposition des consommateurs par nos entreprises, c'est important de faire de la sensibilisation à ce niveau-là aussi parce qu'il y a beaucoup de confusion auprès de la population sur les emballages, par exemple, de matière. Donc, la sensibilisation est très large au niveau des ICI. Puis, je crois que le volet économique, donc parler des coûts avec les ICI, c'est gagnant parce que ça vient directement toucher là, leur revenu, puis souvent ce qui est important pour eux. Donc, en effet, je pense que c'est important. Dans un autre ordre d'idée, dans une portion de votre énoncé, il y avait aussi donné de l'information sur les lieux d'élimination. Je pense que c'est une pratique qui est peu répandue au Québec, mais qui aurait intérêt à être démocratisée. C'est la visite des lieux d'enfouissement, la visite des lieux de valorisation. Une image vaut 1000 mots. Quand on fait ce genre d'activité-là, que ce soit avec des classes ou avec des citoyens, quand on voit un site d'enfouissement, on voit l'impact direct de notre geste. Je pense que ça peut avoir un certain impact là, sur le comportement des citoyens. Merci, Madame Leblanc. Donc, nous allons procéder au vote. Monsieur Perron, pourriez-vous afficher l'énoncé? Oui, le voilà. Donc, une meilleure information aux citoyens sur l'élimination des matières résiduelles, ses impacts et ses coûts auraient une influence positive sur leur comportement. Vous pouvez voter. J'ai une trentaine de votes. Alors, totalement d'accord 43, plus ou moins d'accord 37, plus ou moins en désaccord 13 et totalement en désaccord 7. Merci, M. Perron. Pourriez-vous afficher l'énoncé 8? Voilà. Alors, dans le contexte, actuellement, la tarification incitative demeure le fait de quelques initiatives locales sans être généralisée. L'énoncé est une tarification incitative auprès des citoyens et ICI, poids ou taille des bacs, quantité de déchets, etc., permettrait de réduire la génération de résidus ultimes. Merci. Quelques secondes de réflexion avant les mains levées. J'en prendrai 4 maximum. Après 4, je vais devoir arrêter parce que nous tenons absolument à procéder avec un dernier énoncé. Nous n'aurons pas le temps, malheureusement, d'y aller avec les deux autres énoncés après, mais au moins, l'énoncé 9 doit être absolument discuté. Est-ce que quelqu'un veut... Oui, je pense que l'affichage ne marche pas. OK, d'accord. C'est bon. Alors, Madame Véronica Casanova. J'aimerais apporter un point concernant les multilogements. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué aujourd'hui. Mais pour la région métropolitaine, entre autres, ça représente un énorme défi. Parce que c'est un public cible qui doit être travaillé différemment, puis les stratégies de communication doivent être adressées d'une autre manière. Ce n'est pas les mêmes messages parce que ce n'est pas les mêmes leviers. Donc, ces gens-là n'ont pas un compte de taxes à recevoir, par exemple, quand tu es en logement locatif. Donc, la tarification incitative, c'est sûr que c'est quelque chose, c'est l'avenir. C'est l'avenir parce que l'information sensibilisation aura atteint
ses limites et pour aller plus loin, il faut aller vers la tarification incitative. Par contre, comment l'opérationnaliser avec les multilogements? On n'a pas la réponse à cette question-là encore, c'est complexe. Donc, et ça représente quand même une bonne proportion de population dans la région métropolitaine et d'autres grandes villes au Québec. Merci, Madame. Monsieur Nicolas Chaput. Oui, bonjour. Mon commentaire va être assez bref. Je suis assez à l'aise avec l'énoncé en tant que tel. Nous, à la MRC Roussillon, on étudie actuellement cette mesure-là, l'implantation de cette mesure-là sur notre territoire. Donc, on a environ 66 000 portes sur lesquelles on fait la collecte par bac. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que oui, on verrait là, une diminution des déchets. Par contre, ce qu'on se pose comme question, c'est à quel coût qu'on est prêt à aller jusque-là. Donc, dans un gros territoire, c'est beaucoup de problématiques et beaucoup de situations particulières à gérer. Donc, si je veux faire juste ça simple, oui, je pense qu'il y a un potentiel de réduire la quantité de déchets, mais la question que je pose, c'est à quel coût on est prêt à le faire. Monsieur Renaud. Ce coût-là, M. Chaput, est-ce que ça pourrait être un coût qui est de nature à augmenter le coût de l'enfouissement, puis qui ferait qu'on ferait d'une pierre deux coups? Les matières à éliminer, à envoyer à l'enfouissement, le coût augmente et finalement le bac bleu ou le recyclage devient plus intéressant? À ce stade-ci, je ne suis pas prêt à répondre parce que nous, on ne l'a pas encore implanté. On l'étudie de façon théorique actuellement. Donc, il y a d'autres territoires qui l'ont fait, qui pourraient peut-être être plus aptes à répondre pour savoir c'est quoi l'impact que ça a donné. Mais c'est sûr que si en bout de ligne, les coûts d'implantation pourraient générer des bénéfices après ça sur les quantités qui sont remis dans des déchets parfaits, oui. Mais c'est justement, il faut bien étudier la question, puis surtout que c'est des gros points d'interrogation quand tu l'implantes. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Puis, par exemple, quand tu mets des puces sur des bacs, là, quand on parle d'une collecte intelligente, donc, ce n'est pas des opérations qui sont simples, qui peuvent apporter après ça beaucoup d'opérations terrain, de suivi, puis des cas qui doivent être gérés plusieurs années suite à l'implantation. Je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur. Monsieur Sylvain Berthion. Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois que l'idée de la tarification à la porte est quelque chose d'intéressant. Si on veut réduire les coûts, on sait que quand on touche au portefeuille des citoyens, on réussit toujours à aller chercher certains objectifs. Toutefois, il faut voir la faisabilité de la chose. Souvent, c'est les MRC qui gèrent évidemment la collecte des matières usuelles. Or, les MRC n'ont aucun pouvoir de taxation. C'est les municipalités qui ont un pouvoir de taxation. Donc, il y a là un défi. Évidemment, pour faire une collecte, pour aller taxer chacun des citoyens, en sachant que celui qui a la compétence n'a pas le pouvoir nécessairement de taxation. Par contre, au niveau des ICI, je pense qu'un effort ça pourrait être une idée très bonne pour amener une meilleure ségrégation des matières que les ICI soient se départir. Trop souvent, les ICI, on remarque que le tri est de piètre qualité. Et si on avait une tarification, parce qu'actuellement, là, on ne se le cachera pas, là, un conteneur souvent de déchets coûte moins cher qu'un conteneur de recyclage. Donc, au niveau des ICI, je pense qu'il y a un effort qui pourrait être fait en matière de tarification incitative pour venir évidemment là, améliorer les performances. Monsieur Renaud. Vous abordez la question des ICI là, et actuellement, je ne pense pas que les ICI aient d'obligation de faire de faire du tri, en tout cas d'envoyer au recyclage ou d'envoyer à la matière organique. D'ailleurs, dans les données de Recyc Québec, le taux de récupération au niveau des ICI là, en matière organique est très, très faible. Est-ce que vous pensez, est-ce que c'est faisable de dire on va imposer cette obligation-là aux ICI de
d'avoir les 3 voies. Je crois que je suis persuadé que c'est quelque chose de réaliste. Nous, à la MRC Marguerite-Duville, ça fait de nombreuses années qu'on s'occupe des ICI, qu'on gère des lignes de collecte de ICI, autant de matière organique que de recyclage et de résidus ultimes. On a une réglementation chez nous qui interdit de mettre du carton dans un... autant pour les ICI, pour les citoyens, qui interdit de mettre du carton dans un bac à déchets. Le hic, c'est qu'on travaille depuis nombreuses années de façon beaucoup plus à faire de la sensibilisation que de façon coercitive. Mais je pense qu'on est rendu à une croisée des chemins où il faut se poser les questions. Et de gérer des ICI au niveau municipal, oui, c'est complexe, mais en tout cas, chez nous, on a développé une façon de faire qui fait en sorte que ça va relativement bien sur l'ensemble du territoire. À la MRC Marguerite-Duville, la collecte des matières résiduelles des ICI est municipalisée en entier. 100%. Pour le recyclage, tous les ICI payent. S'ils ne viennent pas chez nous, il faut qu'ils payent le service pareil. Fait que c'est un bon incitatif à venir chez nous pour l'ensemble des ICI. Donc, et pour la matière organique, même s'ils ne prennent pas le service, il faut qu'ils payent chez nous. Donc, pour ces 2 collectes-là, il reste le déchet qui, lui, les citoyens corporatifs ont le choix de prendre la collecte chez nous ou d'aller la prendre au privé. Je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur. Alors, monsieur Perrault, pourriez-vous afficher l'énoncé? Le voilà. Donc, l'énoncé, une tarification incitative auprès des citoyens et ICI permettrait de réduire la génération des résidus ultimes. Prenez le temps pour voter. Alors, avec 30 votes totalement d'accord, 73%, plus ou moins d'accord 13, plus ou moins en désaccord soit 6, et totalement en désaccord 6 également. Merci, M. Perrault. Pourriez-vous afficher le dernier énoncé? Le voilà. Alors, les municipalités devraient exiger des entrepreneurs le dépôt d'un plan de gestion des résidus de chantier comme condition pour l'octroi d'un permis de construction. Merci. Pourriez-vous le retirer, s'il vous plaît? Merci. Tout fait. Monsieur Philippe Vaillancourt. Je vous remercie. Plan de gestion des matières résiduelles pour le secteur de la construction, c'est une mesure qu'on étudie présentement à la Ville de Laval. Je crois que la réponse est oui à l'énoncé. Mon avis, c'est que oui, on devrait aller là. Par contre, plus on étudie la question, plus on se rend compte qu'il y a plusieurs embûches. La première, c'est que la personne qui dépose la demande de permis de construction, souvent c'est un promoteur, un vendeur de condos, et c'est pas lui qui gère le chantier. Donc, première étape, il n'y a pas de contrôle sur son entrepreneur général, ou en tout cas, il n'y a pas autant de contrôle qu'il devrait en avoir. Suite à ça, il faut que l'information descende à l'entrepreneur général qui, lui, va prendre des conteneurs et va aussi faire affaire avec des entrepreneurs spécialisés qui, eux autres mêmes, vont avoir leurs conteneurs. Donc, il y a beaucoup d'obstacles à arriver à, selon moi, à une façon que ça fonctionne bien du côté de la municipalité dans le cadre du mécanisme d'émission de permis. Ceci dit, je pense que je continue à être en accord avec un énoncé comme ça parce que je pense qu'il faut commencer aussi par informer les demandeurs de permis et que l'information descende éventuellement, mais il y a beaucoup d'obstacles avant d'y arriver, selon moi. Monsieur Renaud.
Monsieur Vaillancourt, on a entendu la semaine dernière des gens de Halifax et on n'avait pas des gens de Vancouver, mais on nous a parlé aussi de l'expérience à Vancouver où ils ont, en tout cas ce que je comprends, là, ils ont réussi à opérationnaliser un tel système. Est-ce que c'est des... Est-ce que vous êtes allé voir ailleurs comment est-ce qu'ils procèdent? Parce que je comprends ce que vous dites, c'est extrêmement complexe. Là. Est-ce que vous êtes allé voir ailleurs comment est-ce que ça peut s'opérationnaliser, un tel système? En fait, ça fait partie des analyses qu'on fait où on regarde comment ça se fait ailleurs. On a vu ailleurs, des fois, c'est limité à des chantiers de grande envergure ou des fois, c'est plus facile d'avoir... c'est vraiment un maître d'œuvre qui est responsable de toute façon de tous les chantiers. Puis, il y a toutes sortes de cas... de façon de fonctionner. Fait qu'on est en analyse. Je pense que oui, il y a moyen de le faire, mais il y a plusieurs contraintes. Dans la même veine, on avait parlé la semaine dernière du concept de déconstruction au lieu de démolition. On sait que souvent, quand un bâtiment est démoli, on arrive avec la pelle, puis on s'en débarrasse, tout va dans un conteneur, là, ou bien plus qu'un conteneur, là, mais... est-ce que ce concept-là de déconstruction, c'est une idée qui pourrait être envisagée d'imposer ça pour les démolitions qui se font dans les municipalités? Je crois que ça peut être une option. Par contre, je ne pense pas que ça puisse s'appliquer tout azimut, considérant que souvent il y a un problème d'espace sur les chantiers de construction, surtout en milieu urbain, évidemment. Chaque pied carré est utilisé à des fins d'entreposage, de circulation, etc. Donc, moi, je serais plus favorable à permettre soit de faire de la déconstruction ou de faire affaire avec des centres de tri de matériaux de construction qui seraient reconnus, avec lesquels on pourrait avoir un minimum de traçabilité. Donc, ça, je vous en avais peut-être parlé dans un autre atelier, mais c'est aussi un enjeu du côté des centres de tri CRD. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur. Madame Paula Hura. Oui, un peu dans le même esprit de ce que M. Vaillancourt avançait. Nous, dans notre PDGMR, le PDGMR de la Ville de Montréal 2020-2025, il y a une cible, une action qui vise justement revoir les exigences en termes de gestion des CRD dans les chantiers. Évidemment, là, la complexité derrière ça, il y a plusieurs cas de figure. Donc, on priorise dans un premier temps ce qui est les chantiers municipaux. Là, on a beaucoup plus de leviers pour nous-mêmes dans une perspective d'exemplarité, d'aller exiger à nos entrepreneurs des plans de déconstruction. Le concept de déconstruction est là depuis un certain temps là, quand même, mais il faut quand même l'actualiser parce que quand il y a réellement un chantier, on peut parler de déconstruction, mais au final, est-ce que la matière qui est déconstruite, est-ce qu'elle a un débouché? Est-ce qu'elle a une valeur? Donc, tout ça, puis on se rend compte que concrètement, ça a des impacts aussi sur les coûts de déconstruction, les coûts de construction. Puis, ce n'est pas des impacts à la marge, là, c'est important comme impact. Donc, on est, dans un premier temps, on regarde ce qui est nos propres chantiers, les chantiers municipaux. On est à l'étude là-dessus. On regarde aussi ce qui relève des chantiers privés. C'est la même chose, il va falloir y aller graduellement parce que dans les chantiers, par exemple, les arrondissements, dans les 19 arrondissements qu'on a où on donne des permis, selon l'ampleur du chantier, bien, on va peut-être vouloir cibler dans un premier temps des chantiers plus gros ou des chantiers où on verra que la matière ou certains types de matières, est-ce qu'on pourra tout exiger? On ne le sait pas encore, mais c'est vraiment quelque chose auquel on veut vraiment s'attarder. Puis, aussi échanger l'information avec les universités, avec les autres municipalités, voir qu'est-ce qu'on exige dans les bordereaux, dans les devis de construction et également dans les permis. Mais je reviens à la question, on peut déconstruire, il faut de la place, ça c'est une réalité, mais il faut surtout qu'il y ait des débouchés pour ces matières-là. Donc, on voudrait vraiment travailler en partenariat pour s'assurer qu'on déconstruit, mais qu'on a un maximum de possibilités de revaloriser cette propre matière-là, puis l'envoyer vers le bon flux de valorisation dans une perspective aussi de maîtrise des coûts. Merci, madame.
Monsieur Sylvain Berthiaume. Monsieur le Président, je trouve ce projet-là fort intéressant, en fait. Je trouve que chez nous, on le fait déjà en projet pilote avec une municipalité là, depuis le début 2021. Je dirais que ça va relativement bien, principalement pour tout ce qui est la construction résidentielle et la rénovation résidentielle. Quand on tourne dans l'industriel, ça devient beaucoup plus lourd à gérer là, pour les différentes raisons là, que les autres collègues ont pu énumérer un peu plus tôt. Ce qu'on constate, par contre, nous, ce qu'on fait, c'est pour émettre les permis de construction, on va demander aux gens de nous transmettre leur contrat de gestion de matières résiduelles. Donc, pour s'assurer que ça va au moins dans un centre de tri des matières, des CRD, un centre de tri de CRD. Et le plus gros enjeu, c'est le coût. Donc, la question qu'on avait précédente qui disait les rebuts qui sortent des centres de CRD, est-ce que ce serait pertinent d'avoir une tarification différente au niveau des redevances à l'enfouissement? Bien, je vous dirais oui, parce que notre principal enjeu pour envoyer dans un centre de tri de matériaux secs, c'est les coûts. Donc, on viendrait baisser les coûts, évidemment, au niveau des CRD pour les centres de tri, si on venait jouer un petit peu sur la redevance qui est chargée à ces centres de tri-là. Donc, c'est un projet chez nous qui va relativement bien, je vous dirais. Un des gros enjeux qu'on a également, là, c'est toujours la question qui vient d'ensemble des entrepreneurs. Pourquoi il y a juste chez vous que c'est comme ça? Donc, on a hâte qu'il y ait un cadre un petit peu plus rigide au Québec face à tout ça. Parce qu'évidemment, tant qu'on est peu à le faire, bien, on se fait critiquer de le faire, alors que si ça serait imposé à l'ensemble de la province, bien, je pense que ça deviendrait plus simple à gérer. Monsieur Renaud. Monsieur Berthiaume, des centres de tri CRD, je prends l'exemple peut-être de Marguerite-Diouville, où vous situez. Est-ce qu'il y en a suffisamment pour répondre à être capable de prendre tout le volume? Parce qu'on voyait dans les chiffres de Recyc Québec que les débris CRD là, qui s'en vont à l'enfouissement, c'est pas des petites quantités. Là. On s'entend que... Puis même par période, là, quand on pense à la période où il y a eu des inondations, la période où on se retrouve avec des quantités énormes, est-ce que la capacité est suffisante? La capacité actuellement n'est pas suffisante. Sur la Rive-Sud, on a un centre de tri à la Prairie, il y en a un autre du côté de Saint-Hyacinthe. Il y en a un autre en développement sur la Couronne-Nord actuellement. Mais la capacité n'est pas suffisante actuellement, mais vous savez ce que c'est. L'offre viendra avec la demande. Merci. Merci, monsieur. Nous prendrons une dernière intervenante là-dessus, Madame Valérie Leblanc. Donc, Valérie Leblanc, merci de la Haute-Yamaska. Donc, mon propos est un peu en lien avec ce que M. Renaud vient de demander. Nous, on a une action dans notre PGMR là, sur ça, en fait, là, sur l'exigence dans les permis de construction. Quand on a commencé à regarder le dossier, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans notre cas, mais ça doit être le cas de plusieurs autres régions, l'offre de services là, en tri de matériaux de construction est très basse. Elle se résume à un joueur ou moins. Donc, dans notre cas, de mettre en place une mesure comme ça reviendrait là, à favoriser un seul joueur privé sur notre territoire, ce qui n'est pas nécessairement désirable là, au point de vue municipal. Parfois aussi, les lieux de valorisation sont très éloignés, donc on revient aux problématiques de transport qu'on discutait tantôt. La deuxième aspect de mon commentaire était au niveau des immeubles gouvernementaux, les institutions publiques, selon moi, devraient être les premiers à mettre en place là, des pratiques de gestion des CRD. Si les différents ministères mettaient en place ce type d'exigence-là dans leur contrat, au niveau municipal, on pourrait s'inspirer
des façons de faire qui ont été faites à plus grande échelle. Par exemple, là, dans le cas du MTQ, c'est une pratique courante là, de mettre en place des pratiques de recyclage d'agrégats, par exemple, dans les routes. Puis ensuite, ça fait son chemin, puis ça finit par descendre dans les municipalités où là, on finit par avoir confiance en ce genre de clauses-là. Donc, je crois que nos gouvernements, les institutions et bien sûr les immeubles municipaux devraient faire bonne figure et être les premiers là, à mettre en place dans leur contrat de construction ce type d'exigence. Merci, Madame. Monsieur Caumont, vous avez levé la main. Ben, je vais vous donner le mot de la fin ou l'intervention de la fin. Alors, Robert Caumont. Merci, M. le Président. Écoutez, je vais faire très rapidement. Je crois qu'au niveau de l'association, la plupart des membres sont d'accord avec cette approche-là. On l'a déjà proposé souvent dans des PGMR. À faire attention, par contre, régions éloignées, comme la précédente intervenante le dit, on peut se retrouver avec de gros problèmes au niveau de la concurrence. Je vous donne juste 2 exemples très rapides. La MRC de Mingani. Aucun centre de tri de CRD sur le territoire. Le plus proche est à Bécomo. On parle de 5 heures de route. La municipalité de Chapais, un seul centre, bon, on peut appeler ça de même, là, centre de tri de CRD sur le territoire qui appartient au privé. Donc, c'est sûr qu'en région, l'application risque d'être très difficile. Merci beaucoup, M. le Président, et je conclue là-dessus. Merci beaucoup à vous. Alors, M. Perrault, pourriez-vous afficher l'énoncé? Voilà. Donc, pour le dernier vote, les municipalités devraient exiger des entrepreneurs le dépôt d'un plan de gestion des résidus de chantier comme condition pour l'octroi d'un permis de construction. Malheureusement, ça rentre, c'est bon. Il y avait un petit problème, mais c'est réglé. Alors, j'ai 32 votes, totalement d'accord, 33, totalement d'accord à 73%, plus ou moins d'accord à 18%, plus ou moins en désaccord à 9%, et personne qui est totalement en désaccord. Merci, M. Perrault. Alors, écoutez, ceci conclut notre 2e journée d'atelier avec des organismes et des organisations et des personnes. Merci infiniment pour votre participation soutenue, active, intéressante et intéressée. Merci également à toute l'équipe de la commission. Nous poursuivrons demain avec notre 5e atelier qui va regrouper plusieurs villes, plusieurs territoires du regroupement 2. Je donnerai les précisions dès demain dans mon discours d'ouverture. Je vous souhaite, encore une fois, merci et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.